Salut à tous, c'est déjà ma deuxième de l'année et la troisième de mes petits camarades de jeu. Bienvenue sur Éclair TV si vous n'y étiez pas encore et merci de nous accompagner si vous y étiez dans cette feuille de match que nous allons devoir descendre tout à l'heure. Il y a 500 000 € à gagner au premier rang du Loto Foot 15 à une grille à valider avant le dimanche 23 janvier 2022. Il faut que je m'y habitue puisque ça y est, on a basculé en 2022. Une grille donc qui, je le rappelle, est à valider donc jusqu'à 9h55. Aujourd'hui, et comme presque tous les jeudis, Maître Pascal Bon est présent, beau comme un camion, regardez ça un peu. Bonsoir Pascal. Bonsoir Ronny, bonsoir aux téléspectateurs. Tout aussi beau, notre ami Patrice Basile. Bonsoir Patrice. Bonsoir à tous. Et puis, regardez la classe et l'élégance même de Neymar. Non, que dis-je, pas Neymar, c'est notre ami Guillaume Michaud. Salut Guillaume. Bonsoir la Guadeloupe, bonsoir les footeux. Alors les amis, bien évidemment, Maître Pascal Bon, j'ai déjà une bonne surprise pour vous. Vous aurez un client, ça ne change pas, mais c'est Hatem Ben Arfa, accusé de charlatanisme. Les apparences sont trompeuses. J'ai eu une mot. On va voir, peut-être un peu de culpabilité, mais peut-être aussi un peu de sursis probatoire. Un peu de sursis probatoire. Au moins pour 5 mois. Hatem Ben Arfa, donc on l'a dit, accusé de charlatanisme. On va voir ça tout à l'heure. Messieurs, on va parler un peu de canne. Pas à sucre, mais ou pas à pêche non plus, mais la canne en Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations et sa première surprise tombée aujourd'hui, en tout cas ce jeudi, avec l'élimination de l'Algérie, le tenant du titre. Rien que ça. Bon, on l'avait dit. On l'avait annoncé la semaine dernière, on avait dit de l'Algérie, attention, ça ressemble un peu à la France 2002. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. La jurisprudence Saifna et Osaka, Japon, Kobe. Et puis quand on voit l'effectif, c'est forcément dans les têtes, dans le groupe, quoi. C'est pas quelque chose qui. On peut pas dire que l'Algérie était plus faible que la Guinée sur le papier. Je crois qu'ils se sont vus trop beaux, tout simplement. Et ils ont pensé qu'ils allaient juste devoir jouer et pas essayer de gagner. C'est ce qui s'est passé. C'est particulier quand même de commencer une canne et de penser déjà à la Coupe du Monde en se disant on a l'équipe pour aller gagner la Coupe du Monde. Donc c'est aussi quelque part avoir on a un peu pris le boulard. Avec cette confiance en début de compétition et puis tu te prends le premier coup derrière la tête et là tout le monde commence à s'embrouiller peut-être et puis voilà, c'est comme ça que ça finit. Battu sur le score de 3-1 et éliminé nettement et sèchement de la compétition par les éléphants de la Côte d'Ivoire. En tout cas une belle prestation ivoirienne avec un excellent Nicolas Pépé. On va refermer la page africaine et je vais m'adresser à Guillaume Michaud pour un petit point mercato. Ça commence à bouger un petit peu dans ce mercato d'hiver avec notamment le gardien Hugo Lloris qui a re-signé un bail de 2 ans en faveur de Tottenham. Il est désormais engagé jusqu'à 2024. Tout à fait. En plus, c'est un peu surprenant par rapport à des échos qu'on avait eu de Antonio Conte qui estimait que Hugo Lloris était trop vieux pour rester à Tottenham, donc il envisageait de le vendre. Et puis finalement, apparemment, il a dû changer d'idée en voyant les prestations de Hugo, notamment en semaine. Là, il a fait une belle prestation contre Leicester quand même, donc c'est une bonne chose. On parle de Tottenham, on parle aussi de Tanguy Ndombele à Paris, donc ça va peut-être se faire sans négociation actuellement. Ben Arfa, on en a parlé aussi, et attention à Alvaro qui risquerait peut-être de quitter Marseille. Mais il ne veut pas aller à Bordeaux. Voilà. Bon, ça peut être compréhensible. Donc voilà, il y a quelques mouvements qu'on attend en France. Et puis Saint-Etienne qui n'a jamais recruté autant de joueurs depuis que Dupraz a pris l'équipe, puisque Puel n'a pratiquement jamais recruté. Et là, du coup, Dupraz, ça y est, il prend des joueurs à tour de bras. Il a vraiment envie de sauver les Verts. Et dernier recrue, il s'agit il jouait à Valence, son nom m'échappe, voilà, ça y est, il faudrait que je retourne. Un joueur africain, d'origine africaine qui jouait à Valence et qui Mangala. Eliakim, voilà, Eliakim. Ah oui, qui était à l'époque quand il est arrivé à City de Porto, on l'attendait comme un phénomène. Exactement. Là, finalement, il va finir à Saint-Etienne. Il va terminer donc à Saint-Etienne et Eliakim Mangala qui a signé donc du côté des Verts. Les amis, voici la grille qui nous intéresse, la grille numéro 6 du Loto Foot 15, du Parion Sport Loto Foot 15. Je vous l'ai annoncé, il y a 500 000 € à gagner, une grille à valider avant le dimanche 23 janvier 2022 à 9h55. Paris Saint-Germain-Reims, Montpellier, Monaco, Nantes-Lorient, Clermont-Rennes, Angers 3, Bordeaux-Strasbourg, Chelsea, Tottenham, Crystal Palace, Liverpool, Arsenal, Burnley, Hertha Berlin, Bayern de Munich, Alaves, FC
FC Barcelone. Real Madrid Elche, c'est le remake de la demi-finale allée de la Coupe du Roi, remportée ce jeudi par les Madrilènes après prolongation, bien évidemment sur le score de 2-1. Empoli AS Roma et l'AC Milan qui accueille la Juventus de Turin. Ce sera le choc, j'ai envie de dire, de cette journée européenne. On va y aller avec le match numéro 1, messieurs, le Paris Saint-Germain qui affronte Reims. Tout de suite, l'historique des rencontres entre les deux formations pour pouvoir nous aiguiller au mieux dans vos pronostics. Regardez bien le Paris Saint-Germain qui a gagné à 15 reprises contre 8 victoires rémoises et 7 matchs nuls. Les deux équipes se sont affrontées à 30 reprises dans l'histoire du championnat de France de première division. Le Paris Saint-Germain qui reste sur 3 victoires de rang et Reims qui n'a gagné que 4 fois à Paris de toute son histoire. Pour moi, il n'y a pas photo. Les Parisiens vont l'emporter. Encore une fois, pas avec brio, mais voilà, les 3 points seront au rendez-vous. Oui, Ronnie, en professionnel, je peux aller dans le même sens que vous pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, d'un côté de Reims, puisque voilà, il y a une équipe en face, une équipe qui a déjoué nos pronostics la semaine dernière avec cette victoire extérieure de Metz. Voilà, alors que voilà, et citer que les autres là, ils sont restés muets. Bon, avant ça, c'était un match nul face à Clermont qui jouait à 10. Et Patrice chaque fois nous indique avec sarcasme que c'est l'équipe 3 points du championnat Clermont en ce moment. Et il faut voir la valise qu'ils ont encore pris le week-end dernier. Donc je vois pas comment cette équipe de Reims qui ne peut pas se relancer face à ces modestes équipes pourra rivaliser avec une équipe, le PSG qui est un bon leader, mais aussi, comme l'a dit Ronnie, et j'y souscris aussi, même quand les premiers coups entre guillemets sont absents, pour que ce soit de Covid ou blessure, puisqu'on a une infirmerie qui est assez conséquente à Paris, ben, les seconds couteaux font le job. Ils ont fait le job avec sérieux, des joueurs qui peut-être les avaient fait, montrer ce qu'ils valaient. Et je pense que là encore, face à cette Reims, je n'ai pas d'inquiétude pour moi sur une victoire du leader parisien. Oui, en effet, quand on voit ce match, on a l'impression que c'est la chèvre de M. Seguin qui va se faire dévorer par le loup. Et a priori, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Moi, ce qui me gêne un peu avec le PSG aujourd'hui, c'est qu'il ne nous fait plus rêver. Quand on voit le PSG jouer, effectivement, il remplit son contrat. Il faut qu'il gagne, donc il gagne quand il faut, avec des fois 1 ou 2 buts d'écart. Mais il n'y a pas grand-chose derrière. Alors là, contre Reims, a priori, Messi devrait être de retour. Mbappé, on ne sait pas trop encore, on saura ça vendredi. Mais si de retour, ça veut dire qu'on aura peut-être un match un peu plus intéressant à regarder, sachant qu'effectivement, le principal sujet de l'interrogation qu'on doit avoir, c'est combien le PSG va mettre à Reims. Bon. Et est-ce que surtout ce match va être plaisant? Bon. De toute façon, je voudrais apporter une petite remarque sur cette grille de cette semaine. On remarque qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont censées être meilleures que leurs adversaires. Et peut-être que le but de notre émission de ce soir, ça va être de trouver l'intrus. C'est-à-dire l'équipe qui va créer la surprise et qui va faire que cette grille va devenir intéressante financièrement. Donc ça va être peut-être ça notre rôle. Donc effectivement, il n'y a pas photo. Je signale à mon ami Pascal que Ekitike n'était pas là la semaine dernière, donc c'est vrai que c'était un gros problème. Mais Reims, ils ont, je crois, 8 joueurs qui sont absents. Donc vraiment, je pense que ça va être une boucherie. Donc oui, effectivement, PSG sans aucun problème, vainqueur de ce match par KO. Donc clairement, je pense qu'on va assister à un match qui risque d'être déséquilibré. Surtout que par rapport au dernier match de Paris, je trouve qu'il y a des choses quand même qui se sont améliorées dans le jeu. Ils étaient vraiment pas mal. C'était contre Brest. Et puis ils ont été décisifs à le retour de Kehrer. On aura les retours en plus de Messi, Mbappé qui est déjà présent, donc Icardi hop sur le banc. C'est une très bonne nouvelle, je pense. Et même Verratti commence à reprendre le rythme. Donc je trouve que le PSG est finalement en train de se préparer pour mars en fait, les grosses échéances. Et ils sont peut-être dans les temps. Et de l'autre côté, Reims, voilà, c'est catastrophique. On parlait des 2 derniers matchs, ils n'avaient pas gagné à 10 contre 11 contre Clermont. C'est un peu faute professionnelle. Donc je pense pas qu'ils pourront s'imposer au Parc des Princes. Donc victoire de Paris.
Victoire de Paris. Le match suivant, match numéro 2, nous emmène dans le sud de la France, à Montpellier, précisément Montpellier qui accueille Monaco. Là encore, historique des rencontres entre les deux formations qui va s'afficher sur votre écran. Et regardez, messieurs, 37 victoires pour Montpellier, seulement 7 pour les Monégasques. Il y a eu 19 matchs nuls, une très très large domination, on dira monégasque. En plus, en 31 réceptions, Montpellier n'a gagné que 4 fois en championnat face à Monaco, donc à domicile, les Montpelliérains qui ne sont pas vraiment vernis face à cette équipe monégasque. Donc, moi je vois bien un match nul ou encore une victoire de Monaco à l'extérieur. Et vous ? Moi je vois on va dire un kit double là-dessus. Je vois plutôt une obligation à domicile pour Montpellier de relever la tête. Bon, je le dis parce que la situation paraît un petit peu inquiétante, voire un peu catastrophique, puisqu'ils vont se présenter, si mes calculs sont bons, sans Savanier, puisqu'il a pris un carton rouge la semaine dernière. En passant, on a l'impression que la 65e minute à Montpellier en ce moment, c'est problématique, parce que le match d'avant, pareil, il y a eu un carton rouge toujours à la 65e minute, comme Savanier l'a pris aussi contre 3. Donc décevante face à 3, compliqué face à Strasbourg. Je ne vois pas Montpellier multiplier donc encore une fois une déconvenue. Je pense qu'il y a eu une remise en cause. Je pense qu'ils vont arriver quand même avec en tout cas la non-suffisance de pouvoir faire un match correct face à une équipe qui match après match retrouve un petit peu avec, même si voilà, il faut être encore prudent quand il y a un nouvel entraîneur, ça joue un petit peu mieux à Monaco. Et c'est vrai que moi je vois bien les Monégasques, comme le dit Ronny, faire une belle prestation à l'extérieur et continuer sur le bel lancé, comme Montpellier aura à cœur parce qu'il n'y a que 3 points, il n'y a que 2 ou 3 points qui séparent ces deux équipes dans cette journée. Je pense qu'il va falloir que Montpellier quand même puisse retrouver les crocs. Donc pas de match nul, je vois pas un match nul, je vois une victoire à l'extérieur, soit une victoire à domicile Montpellier. En tout cas, ça va être un match intéressant, un gros match, parce que Montpellier, c'est vrai, a besoin de se refaire. Monaco est en pleine bourre, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé... alors, ils se sont fait les dents sur Clermont, donc c'était pas une grande victoire, mais au moins, ils ont pu expérimenter les nouvelles tactiques de leur entraîneur. Apparemment, ça fonctionne bien. Donc, oui, je crois beaucoup à une belle fin de saison de Monaco. Et Montpellier, qui subit en ce moment des petits revers, effectivement, n'a plus tout à fait la confiance. Et puis sans Savanier qui leur mettra à jouer, ça risque d'être encore plus difficile. Donc pourquoi pas une pièce sur Monaco qui a l'effectif en tout cas pour finir la saison en trombe. Autant leur début de saison a été catastrophique pour les raisons qu'on connaît, autant là, je pense que oui, l'effet de nouvel entraîneur, plus le fait que maintenant ils ont trouvé un certain style de jeu, fasse qu'ils peuvent arriver à battre l'équipe de Montpellier. Alors, c'est pas interdit de penser qu'il y a un match nul derrière, mais moi, mon pronostic va plutôt vers une victoire de Monaco. Pour être honnête, moi j'avais préparé mon pronostic hier, avant le match qui s'est joué en milieu, le match de rattrapage d'ailleurs, qui s'est joué contre 3. Et le fait que TJ Savanier ait eu un carton rouge, ça a peut-être un peu changé mon pronostic, puisque c'est vraiment le maître à jouer de Montpellier. Et que sans lui, clairement, Montpellier joue pas aussi bien. Donc j'avais placé mes espoirs sur Montpellier, en se disant qu'il y aura forcément un vainqueur. Je suis d'accord avec Pascal là-dessus. C'est un match pour l'Europe et ils vont pas lâcher. Aucune des deux équipes va lâcher, je pense. Donc je vais peut-être changer mon pronostic et plutôt aller vers Monaco, qui a retrouvé une dynamique sur les derniers matchs, et que l'arrivée de nouvel entraîneur sera pas mal. Donc Monaco pour moi finalement. Tu fais confiance donc à Clément? Oui, tout à fait. Je serai Clément avec lui, tout à fait. Tu seras Clément avec lui d'ailleurs. Nantes qui reçoit Lorient. C'est le match numéro 3. Nantes qui n'a plus perdu depuis le 20 décembre 2014 face à Lorient, soit une série de 9 victoires, 9 matchs plutôt sans défaite pour les Canaries. Regardez également, messieurs, l'historique des rencontres entre les deux formations. Et vous allez voir que les Nantais mènent 14 victoires à 6 et il y a eu 8 matchs nuls entre ces deux formations. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Nantes n'a plus perdu depuis le 20 décembre 2014. Moi, je dis avantage aux hommes de Koumboiré. Pas
parfaitement d'accord avec vous, Ronnie, pour plusieurs raisons. Comme disait tout à l'heure Guillaume, il y a le poids des matchs de la semaine et je suis conforté. J'avais mis quand même une petite réserve en disant peut-être que bon... aller l'orienter, les autres là, les hommes du stade de Lorient, enfin de Lorient, allaient pouvoir aller redresser la barre, peut-être face à Nantes, attention et tout. Non, je vois quand même un voyant qui sont très négatifs et quasiment rouge. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu face à Nice, et là ils ont perdu lourdement face à Lille. Et on ne voit pas, même dans le rendu, dans le jeu, de quelle manière ils pourraient rivaliser avec un autre qui, ma foi, a perdu contre Nice de 1, mais avec la manière. On voit match après match, en tout cas, voici une équipe qui marque toujours. Alors, des fois, elle se fait doucher de 90 minutes. Mais c'est une équipe qui est joueuse, hein, je pense que Patrice va en parler tout à l'heure. C'est une équipe qui est joueuse et qui, face à cette équipe qui est déjà moribonde, qui est un peu en peu de vitesse, elle est aux portes aussi de la relégation. Je pense que Nantes va faire le travail à domicile et continuer, malgré ces 2-3 joueurs qui sont à la canne, et continuer à jouer un beau football. Donc je fais confiance à Nantes également. Un derby reste un derby, c'est Nantes contre Lorient, c'est des Bretons qui se jouent entre eux. Donc il y a toujours quand même là, à le dire, Rudy Zorobabel, c'est le championnat de France de Bretagne. Voilà. Donc il y a toujours une sorte de rivalité qui se crée derrière ces équipes-là. Alors sur ce match-là, Nantes chez eux ont un avantage. D'abord parce ils ont depuis le début de la saison une bonne dynamique avec une équipe qui se trouve bien, je trouve, qui a un jeu assez flamboyant, sympathique, fluide, et qui a fait qu'ils ont marqué beaucoup de buts. Et en face, à l'inverse, on a un Lorient qui a une très mauvaise attaque, une très mauvaise défense, qui a une série de matchs sans victoire assez importante. Ils ont pris 3-1 contre Lille. Donc, a priori, je ne vois pas comment Lorient pourrait gagner à Nantes. Maintenant, évidemment, tout est possible, mais je pense que sur ce match-là, Nantes, comme disait mon ami Pascal, tous les feux sont ouverts et je pense que Comboiré a préparé cette rencontre de façon très professionnelle et avec les joueurs qu'ils ont à Nantes. Koulibaly est absent, mais enfin, ils ont quand même une sacrée pléiade de joueurs qui restent. Donc je pense que Nantes devrait s'imposer sans problème. J'ai envie de dire tout pareil. Hein. Patrice a tout à fait raison. Je pense que Nantes est à sa place. Hein. Ils sont 10e actuellement. C'est ce qu'on attendait un peu d'eux en début de saison. Surtout avec Cambaré, franchement, il a fait un travail assez impressionnant l'année dernière. Nantes, ils étaient plutôt 18e. Hein. Donc bravo à lui et à Lorient. Lorient, c'est pas terrible depuis quelques temps. Et s'est déplacé à Nantes, il ne marque pas de but en ce moment, donc je ne vois pas marquer à Nantes. Donc, moi je pense que ça va être un match qui va finir sur 1-0 tranquillement, parce que Lorient n'a pas les moyens, je pense, d'inquiéter Nantes. D'autres Bretons à retrouver dans le match suivant, c'est le match numéro 4, Clermont qui accueille Rennes. Et j'ai envie de vous dire cette petite stat, Clermont n'a jamais battu les Grenais, raison pour laquelle je dirais victoire de Rennes, et de façon très sèche, hein, j'ai pas de souci, c'est sec. Allez, ça soit cul sec, c'est pour moi. Entièrement d'accord. Rennes en ce moment, ce sont des profiteurs. Contre les minables, ils ne se gênent pas pour pouvoir aligner. Face à Bordeaux, Terrier s'est fait plaisir, Bourigeau s'est fait plaisir, Guirassi s'est fait plaisir. La Borde, n'en parlons même pas. On a fini sur un 6-0 avec un carton rouge du côté de Bordeaux. Face encore cette équipe de Clermont, je vois pas, même si Clermont est à domicile, je vois pas comment Clermont va pouvoir empêcher Rennes de continuer, on va dire, sa jouvence, et on va dire, parce qu'effectivement avant ça, on a eu quand même une élimination coupe et aussi un match où ils ont perdu contre Lens. Donc, comme je dis, c'est ça que j'ai dit que face aux modestes et aux très très moyens, ils vont se refaire. Donc, je compte sur Rennes sans difficulté également pour pouvoir dérouler à Clermont.
Ouais, c'est vrai que quand on a vu le match que Rennes a produit contre Bordeaux, c'était vraiment spectaculaire. Les buts étaient fantastiques. Mais c'était Bordeaux aussi. Oui, enfin, je veux dire, ils ont su marquer des beaux buts, des coups francs, des transversales. Enfin, ça jouait dans tous les sens. Et Bordeaux, au bout d'un moment, ils avaient la tête qui tournait, quoi. Alors effectivement, c'était Bordeaux. Maintenant, Clermont. Clermont, depuis le début, je dis Clermont, c'est une équipe jeune qui a beaucoup d'enthousiasme et qui a fait beaucoup de bons résultats depuis le départ. Hein. Mais maintenant, malheureusement, avec le temps et l'effectif qui s'est vidé avec la CAN, notamment, ils ont subi des revers comme ils ont subi 2 ou 3 fois depuis quelques temps. Et on peut se dire que là encore, tout comme PSG Reims, Rennes va se servir, va aller marquer. Maintenant, attention, Rennes a aussi des défauts. Rennes est capable de prendre des matchs un petit peu à la légère, comme des fois le fait le PSG, en se disant bon, c'est Clermont, donc on va arriver là en pantoufle. Attention, j'aime bien dire attention. Et quand je disais tout à l'heure qu'il fallait chercher les matchs pièges, les matchs qui pourraient éventuellement nous réserver des surprises, on peut l'avoir ici. Rennes a déjà produit ce genre de choses. Rennes s'est déjà fait battre contre des équipes très moyennes, même voire nulles. Donc évidemment, je vais mettre Rennes comme favori, mais je préviens les parieurs qu'il peut y avoir une surprise. Voilà. Un but de Jordan. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dirais que je ne veux pas trop m'appuyer sur le match de Bordeaux, parce que Bordeaux, je trouve qu'ils ont fait finalement un non-match. Hein. On va en parler après. On va en parler assez longuement. Mais je vais par contre m'appuyer. Alors, si j'ai bonne mémoire, il y avait eu un Rennes-Clermont en début de saison, et que c'était un peu le match qui avait fait basculer Clermont dans une spirale négative. Il y avait eu un 6-0. Oui. Et à ce moment-là, Clermont a commencé à vraiment galérer et pas retrouver vraiment avoir du mal à gagner les matchs. Et je suis curieux un peu de voir comment ils vont réagir, parce qu'en ayant pris 6-0, ils sont à domicile, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont défendre ou est-ce qu'ils vont jouer normalement? Je suis assez curieux de voir de ça. Donc ce sera pas un 6-0, je pense pas, mais malgré tout, Rennes a tellement d'atouts offensifs que je les vois l'emporter quand même, malgré tout. Oui, donc Rennes l'emporter. Les amis, bien évidemment, il faut rappeler que tous ces pronostics, vous pouvez les retrouver sur notre application. Notre application, évidemment, la feuille de match à télécharger sur Android et iOS. Donc, bien évidemment, téléchargez cette application pour avoir toutes les bonnes infos avant de remplir vos grilles ce week-end. Promis, après la pause, on va goûter à la douceur angevine. À tout de suite. Retour sur le plateau de la feuille de match et je vous rappelle que nous sommes en train de décortiquer la grille numéro 6 du Parion Sport Loto Foot 15, grille à valider avant dimanche. Attention, hein, notez bien, dimanche 23 janvier 2022, il faut le retenir, 9h55 et je vous avais promis la douceur angevine, elle est là, Angers contre toi, Joachim Dubélé. Ouais, ça vous permet de revoir un peu vos classiques les amis. Joachim Dubélé, donc qui avait sorti cette ode douce poème, je me rappelle plus si c'est un poème ou si c'est une autre, mais en tout cas, je me rappelle de cette petite phrase, plus que la mer, retrouver la douceur angevine. Bref, Angers contre 3 qui reste sur 2 défaites consécutives à Angers. Historique des confrontations entre les deux formations, c'est maintenant, c'est tout de suite pour vous, messieurs, regardez bien, 8 victoires partout et 6 matchs nuls, c'est carré. Mais moi, je dis victoire de 3 pour le coup. Moi, je vois bien les Troyens faire un coup à Angers. Oui, c'est un match, le match piège, on va dire, de la grille. Pourquoi? Parce que ça a l'air d'être un match bof de la grille, mais en même temps, c'est un match qui peut te permettre de faire le 14 ou c'est un match bofement piège. Alors. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y aura un gagnant, à mon sens. Alors peut-être, moi je mise plutôt sur Angers. Parce que, voilà, pour dire que voilà, je prends le pari qu'ils vont rompre avec cette espèce de spirale négative qu'ils ont depuis quelques semaines. Bon, ils ont éliminé, je crois, aussi un coup. Enfin, voilà, c'est pas très. Mais en même temps, ils sont quand même 12e, ils ont plus de points que l'adversaire du jour. 3 fait un exploit, je l'ai dit. Bon.
Oui, 3 aussi peut l'emporter, mais pour moi, je mets quand même un sursaut d'orgueil à domicile d'Angers. Voilà. Pas de match nul, peut-être quand même, allez, un bon comportement des Troyens, mais on a des équipes qui sont toutes les deux, je vois, un peu embêtées aussi par les joueurs qui sont partis, mais sont aussi pas mal, ils sont touchés aussi par les joueurs qui sont à la CAN. Je sais pas trop, c'est vraiment pour moi le match embarrassant de la grille, mais je reste quand même sur à domicile Angers. Oui, c'est vraiment le match bof. Moi, je le confirme parce que Ronny l'a dit, c'est la douceur angevine, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'une douceur à la fois parce que pour l'instant Angers ne montre plus grand-chose. J'ai l'impression que cette équipe s'essouffle au fil du temps et qu'il n'y a plus l'esprit qu'il y avait l'année dernière avec leur ancien entraîneur. Et je crois que cette équipe s'est un peu perdue. Alors effectivement, il leur manque aussi des joueurs. Et je ne vois pas qu'est-ce que ce match va pouvoir faire de plus que les autres matchs. Et en face, effectivement, il y a Troyes, comme le dit le Sainté, qui est en grand danger, qui vient de battre Montpellier à la surprise générale la semaine dernière, donc peut-être que ce sera un petit peu une sorte de déclic. Mais globalement, ce match, je le vois nul et probablement arriver à un match nul, comme tous les matchs bof qu'on a évoqués jusqu'à présent, parce qu'on ne s'est pas trop trompé là-dessus. Donc je pense que ce match-là va être un match à 0-0, sans grande saveur et avec pas beaucoup de choses qui vont pouvoir nous enchanter. Donc match bof et match nul. Match bof, pronostic bof. C'est vraiment super dur celui-là, je trouve, honnêtement. Parce que j'ai une équipe qui sort de match bof, c'est Angers. 3, ils ont eu des matchs bof avant, ils se sont réveillés lors du dernier match. Et chercher le match bof dans la grille, c'est celui qui s'y rapproche le plus. Donc je vais suivre un peu Patrice et allez, on tente le 0-0 là-dessus. Ça peut passer, moi j'y crois. Allez, nul entre les deux équipes. On a tenté le nul du côté de Guillaume Michaud. Le match suivant, match numéro 6, il va opposer ce match Bordeaux à Strasbourg. Et la stat, je suis allé la chercher, mes amis. Les 4 derniers déplacements strasbourgeois du côté de Bordeaux ont tous été gagnés par les Strasbourgeois. Strasbourg qui reste donc sur une série de 4 victoires consécutives à Bordeaux. Regardez l'historique des rencontres entre les deux formations, vous allez voir que c'est Bordeaux qui mène largement, enfin pas largement, avec 9 victoires, un peu 9 victoires d'avance sur Strasbourg. Bordeaux en compte 41, Strasbourg 32 et il y a eu 36 matchs nuls. C'est quand même globalement assez équilibré entre les deux formations. Raison pour laquelle j'aurais tendance à dire match ouvert, pronostic ouvert. Les Bordelais ne vont pas forcément faire des opérations portes ouvertes chaque week-end. Donc il y a bien un moment où il va falloir que ça commence à gagner. Et puis c'est le dernier match, à mon avis, de Petkovic, l'entraîneur bordelais. En tout cas, c'est son dernier match en matière de sursis. S'il passe à la trappe là, je pense qu'il va être viré. Et on parle déjà de Thierry Henry du côté de la Gironde. Affaire à suivre. Oui, Ronny. En tout cas, en Guadeloupe, les soldes ont commencé. Et j'ai l'impression que Bordeaux veut y participer pour 2 raisons. Les 2 raisons, c'est que vous avez parlé de chiffres. Les chiffres sont têtus, non seulement en termes de stats, mais en termes de séries. On a du côté de Bordeaux 3 à 4 défaites de suite. Bon, voilà, une équipe qui sombre semaine après semaine. C'était par 2 buts d'écart, par 3 buts d'écart. L'année passée par 6 buts d'écart. Donc on poursuit. Et en face, on a une série qui inverse. Strasbourg, c'est 3 victoires de série et face à des équipes quand même qui sont de bon rang. Donc je ne vois pas comment au détour de la combinaison de ces chiffres, on pourrait penser que Bordeaux pourrait l'emporter à domicile. Je vois Strasbourg, et Strasbourg qui se rapproche trop près de Marseille au classement, comme aussi Rennes et les autres. Mais voilà, je suis quand même obligé de m'incliner devant le beau jeu, devant le sérieux. Je l'ai loué depuis plusieurs semaines, en tout cas de côté de Strasbourg. On sent qu'il y a un projet de club, un projet d'équipe et un entraîneur. Et on salue aussi, on n'a pas dit, la première victoire dans le match précédent pour PRS. Donc voilà, on a quand même 2 entraîneurs qui brillent et je pense que celui-là, il aura à cœur de pouvoir poursuivre sa belle série à Bordeaux. Malheureusement, peut-être le dernier, la Bérésina et aussi la fin
pour le banc pour cet entraîneur Petrovic. Alors, j'aime bien le synthé parce que pour une fois, on a l'impression que Gérard a tout Lopez là. C'est ce que j'allais dire, mon cher Ronny. Exactement, le synthé a parfaitement raison. Gérard Lopez, je crois que Sophie. Alors que normalement, je sais pas, jusqu'ici, il a toujours bien réussi, hein, à Lille notamment. À Lille, il a eu la chance d'avoir quand même Galtier qui l'a sauvé de justesse, parce que sinon c'était pareil. Hein. La première année où Galtier est arrivé, c'était compliqué. Non, là, Bordeaux, c'est malheureusement un fiasco terrible. Et c'est très très difficile à accepter quand on a été supporter de Bordeaux comme moi je l'ai été. Bordeaux, c'est une équipe qui compte dans le championnat de France, et voir cette équipe, tout comme Saint-Etienne d'ailleurs, se faire prendre 6 buts comme ça, et puis ne pas jouer surtout, quoi. Autant il y a un moment donné, on a pensé que ça pouvait repartir parce qu'il y avait une sorte d'allant, etc. Mais là, même les joueurs, hein, j'ai l'impression, ont arrêté de jouer. Koscielny, par exemple, a disparu. Apparemment, il a été écarté du groupe. C'est la bérésinade totale dans cette équipe. Donc je vois pas effectivement, avec un Strasbourg en face qui est en pleine boue, comme tu as dit Pascal, avec des joueurs comme Ajorc, comme Gamero, qui plantent but sur but, comment ce match va finir autrement que par une victoire de Strasbourg? Non, je pense que là, Bordeaux, je vois pas comment ils vont ressortir de ce néant dans lequel ils sont tombés. En plus, je crois qu'au niveau interne, il doit y avoir plein de problèmes. Les joueurs eux-mêmes sont plus d'accord avec l'entraîneur. Enfin, je crois que ça va être compliqué à la fin de saison. Donc Strasbourg, pour moi, va gagner ce match sans aucun problème. Après, quand on a une équipe en face qui a pris 50 buts, je pense qu'ils vont s'amuser encore. C'est vrai que quand on regarde les stats, on a, je pense, la pire défense de France contre l'une des meilleures attaques de France. Donc déjà, si Bordeaux ne défend pas, ça va être compliqué. Après, on cherchait les matchs un peu pièges de la grille. Je me dis celui-là, pourquoi pas, parce qu'on a eu des joueurs qui ont été covidés contre Marseille, il en restait quelques-uns contre Rennes. Ça peut expliquer peut-être un peu le fait qu'ils aient autant de difficultés. Et je pense qu'ils vont récupérer pas mal de joueurs pour le prochain match, je pense. Et donc, comme j'ai eu l'habitude de toujours mettre des nuls à Bordeaux quand ils jouent à domicile, je vais continuer, je suis un peu superstitieux, ça m'a apporté chance. Donc je vais rejouer le nul et puis la victoire de Strasbourg parce que c'est le résultat qui paraît le plus évident aujourd'hui, je pense. Direction l'Angleterre, messieurs, pour le match suivant. C'est déjà le match numéro 7. Il va opposer Chelsea à Tottenham. C'est un derby de Londres, c'est pratiquement un derby de riches. Chelsea qui reste sur une série de 7 matchs sans défaite face à Tottenham. On va encore une fois regarder l'historique des rencontres entre les deux formations. Ça va s'afficher, regardez sur votre écran et vous allez voir que c'est Chelsea, les Blues, qui n'ont pas du tout le Blues face aux Hotspurs de Tottenham. Ils mènent 57 victoires à 30. Il y a eu 33 matchs nuls entre les deux formations. Mais pour le coup, avantage à Chelsea quand même à domicile, surtout que les Blues restent sur une série de matchs un peu, notamment un match nul contre, pas Brentford, ni Watford, mais leur dernière sortie. C'était contre pas West Bromwich Albion, j'oublie le nom de l'équipe contre laquelle ils ont buté récemment en championnat. Brentford? Non, ce n'est pas Brentford, mais on va trouver ça rapidement puisque non, ce n'est pas non plus Burnley, messieurs. Toutes des équipes comme ça. Cherchez, vous allez forcément trouver et ça va arriver puisqu'on peut pas non plus induire nos amis téléspectateurs en erreur. Je vais vous dire le nom de cette équipe dans quelques instants puisqu'elle va s'afficher. C'est Brighton. Brighton. Ils ont fait un partout mardi dernier contre Brighton. Piètre performance des joueurs de Thomas Tuchel. Donc ils se doivent de se racheter. Oui, Ronny, un match très ouvert parce qu'on n'est pas sur une opposition de deux équipes, vous l'avez dit, en pleine flamboyance. Il y a un petit peu de doute et en même temps de certitude. Voilà, on a l'impression qu'on les aime voir jouer quand même, parce que c'était épique le match de Tottenham qui était mené 3-1 ou 2-2, je sais pas, 3-2 contre Leicester. Ouais, exact. Et puis ils ont gagné 3-2 avec 2 buts dans la 95e minute. Et avec un petit que je ne connaissais même pas. Voilà. Et donc, mais puis.
un Harry Kane en forme, je trouve qu'il revient là. Ah ouais, le petit crochet, comme il sait le faire, il élimine les défenseurs, ça c'est du grand Kane qui revient. Même aussi au niveau passeur, tout ça, il y a vraiment de quoi faire à Tottenham. Et on a Chelsea qui sait jouer au ballon et qui se fait peur. Beaucoup d'occasions. Bon, on a Lukaku qui n'a pas encore trouvé franchement le chemin du but, puisqu'il a quand même des occasions, donc il sait encore se positionner. Et bon, on a compté sur un Ziyech la dernière fois pour pouvoir débloquer la situation. Voilà, on sent quand même que Chelsea est dans un passage un peu dans le dur. Donc, face à ce match-là, me semble un match de référence face à Tottenham. Il va falloir que le troisième puisse confirmer face au cinquième qui n'est pas très très loin. Et on est dans une espèce de faux rythme, parce que toutes ces équipes-là, en tout cas Arsenal et Tottenham, ont beaucoup de matchs en retard. Donc le classement est un peu faussé dans la psychologie, se disant ouais, mais c'est le cinquième, non, ça peut potentiellement le deuxième si Tottenham remporte ces 2-3 matchs de retard. Pareil pour Arsenal aussi, il voit qu'il y a des matchs en retard. Donc Manchester en a un match en retard, et Manchester United. Donc le classement est un peu faussé dans sa véracité, mais c'est vrai que pour moi, je pense que Chelsea l'emportera, ou s'il retombe dans cette hauteur, peut-être qu'il y aura une égalisation du côté de Tottenham, parce qu'il y a de la qualité de jeu en face. Donc soit victoire à domicile ou soit match nul. Et moi, je suis déçu de ne pas avoir vu les matchs Arsenal-Tottenham qui a été annulé la semaine dernière, parce que je crois qu'on aurait eu un beau match. Et là, je pense qu'on aura aussi un beau match s'il a lieu, parce que Chelsea et Tottenham, ce sont des équipes qui ont un jeu pétillant, comme j'aime le dire. Alors, d'un côté, on a effectivement un Chelsea qui, je trouve, depuis le début de l'année, enfin depuis le début de la saison, a du mal à digérer son titre et tout ce qui s'est passé l'année dernière. Effectivement, il y a Lukaku qui est un petit peu moins performant aussi. On sent une équipe qui a du mal effectivement à se remotiver pour repartir comme en 14. En face, on a un Tottenham à l'inverse qui sort d'une période compliquée et qui semble avoir aussi trouvé un nouveau souffle grâce à son entraîneur, Conte, qui semble leur avoir insufflé une dynamique autre. Ken effectivement est revenu en forme. Ça y est, on a retrouvé le Ken de l'époque il y a 3 ans à peu près. Et puis voilà. Alors, la seule chose qu'il faut remarquer, c'est que Chelsea et Tottenham se sont rencontrés plusieurs fois en coupe, que Chelsea a gagné à chaque fois. Dernièrement, ils ont gagné 2 fois de suite. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas pour Tottenham un complexe Chelsea, c'est-à-dire qu'ils vont se dire attention, on a perdu 2 fois. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un blocage par rapport à ça, surtout que Chelsea joue chez eux. Bon, donc ça va être un match assez indécis quand même. Moi, je mettrais davantage sur Chelsea parce que à chaque fois, ils trouvent le petit truc en plus qui fait que, parce qu'ils ont un effectif forcément qui est supérieur à Tottenham. Et comme ce match-là, ils l'ont déjà gagné 2 fois, pourquoi pas 3 ? Donc j'ai parié sur Chelsea. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des matchs assez récents entre Chelsea et Tottenham. Souvent ça finit 1-0, donc c'était des matchs assez serrés malgré tout. Là, c'est Conte qui revient à Stamford Bridge. Il a porté Chelsea quand même sur le toit de l'Angleterre il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense qu'il connaît quand même pas mal de joueurs qui sont en face, mine de rien. Donc il prépare son plan. Ils ont fait un super match en milieu de semaine, palpitant, même si on voit qu'il y a des failles derrière. Devant Kane, il est tellement important, il fait des passes pour tous ses copains, il marque quand il faut marquer, vraiment un joueur indispensable pour l'équipe. Donc derby en plus, notion de derby, donc là-dessus, franchement j'ai imaginé toutes les possibilités, je mettrais mon triple, clairement. Le triple, clairement, pour Guillaume Michaud. Est-ce que Patrick Vieira, messieurs, selon vous, peut éteindre la clope ? C'est une question qui est légitime. Bah oui, avant le match numéro 8 entre Crystal Palace et Liverpool, les Reds qui surfent sur une insolente série du côté de Crystal Palace de 8 victoires consécutives. Regardez également l'historique des rencontres entre les deux formations. Vous allez voir que Liverpool mène très largement, 30 victoires à 13. Il y a eu 9 matchs nuls, mais je vous le rappelle, ce sont les Reds qui surfent sur une série de 8 victoires consécutives. Mais j'ai quand même envie de mettre une petite pièce sur Crystal Palace, pourquoi pas un match nul et la victoire de Liverpool, maître Pascal Bon. Oui, là encore, on a une équipe de Liverpool qui a perdu, en tout cas qui est privée de ses 2 grosses stars. Et encore une fois, on a des joueurs qui étaient peut-être sous le banc ou bien moins en vue, qui font le job en leur absence.
Il y en a un qui prend son pied, c'est Diogo Jota. On pense qu'il n'y a plus d'espace pour pouvoir s'exprimer peut-être. Et puis on a en face, ils sortent devant une victoire de rang face à Arsenal. Là encore, on a un Liverpool qui est deuxième au classement, mais qui a aussi un match en retard. Donc on n'a pas le temps de perdre des points en route. Et même si c'est vrai, on pourrait sur ce match-là jouer une petite bille sur Crystal Palace ou sur un éclair de génie. Moi, je vois tout de même un Liverpool sérieux et gagnant à l'extérieur, et surtout parce que voici encore une équipe un peu comme City un peu aussi à Chelsea. Les buts peuvent venir de tous les rangs. Les défenseurs à Liverpool, maintenant on sait qu'ils sont extrêmement dangereux de la tête ou même en frappe. Mieux de terrain, n'en parlons pas. Donc je vois Liverpool confirmé et voilà, reprendre un peu d'air en tête, enfin en tout cas en s'approchant du monstre sacré en ce moment à qui tout réussit City. Oui, voilà, ça fait partie des matchs de cette grille qui semblent ne pas poser de problème. C'est vrai que Liverpool, malgré l'absence de Sané et de Salah, ça reste une équipe solide qui performe à chaque match. C'est pas pour rien qu'ils sont seconds. En face, Crystal Palace, qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir à proposer? Bon, c'est vrai que Patrick Vieira, il est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il peut faire contre une équipe comme Liverpool qui a des individualités, qui a une expérience, qui a prouvé déjà ses qualités? Moi, effectivement, je dirais, ça peut être aussi le match piège, le fameux piège qu'on attend sur cette grille, mais ça va être compliqué quand même pour Crystal Palace. Alors, je dirais évidemment Liverpool vainqueur parce que bon, la logique est forcément nous amène à ce résultat-là. Surtout qu'il reste, comme disait Pascal, des joueurs comme Firmino qui sont capables de claquer à n'importe quel moment. Alors, et puis si jamais on veut faire un petit pari, eh ben on peut mettre effectivement Crystal Palace vainqueur surprise. Alors à la fois vainqueur surprise et à la fois perdant. Donc on peut faire les deux si on a une grille qui peut le permettre. Mais moi, je ne peux pas dire autre chose que je vois Liverpool gagnant. Sur ce match, c'est vrai que ça va être compliqué pour Crystal Palace. C'est vrai que du côté de Crystal Palace, il leur manquera leur atout offensif numéro 1, Wilfried Zaha, qui est à la canne avec la Côte d'Ivoire. Donc ça va pas être difficile de marquer face à cette défense avec Van Dijk, Matip, où il faut se lever tôt quand même. Et de l'autre côté, on a Liverpool, c'est pas mal. Mais attention, ils ont joué jeudi, ils ont joué contre Arsenal. Ça n'a pas été facile. Les mêmes joueurs enchaînent les matchs. Moi, j'ai peur qu'ils soient peut-être un peu essoufflés, fatigués. On a vu un peu ça contre Brentford où ça a pris du temps à démarrer. Et envisager le match nul, on cherchait les surprises. Peut-être que le match nul pour ce match-là est envisageable. Donc je vais couvrir avec la victoire de Liverpool, ce qui paraît le plus logique. Mais le match nul en second choix, je vais le garder aussi. On reste en Angleterre pour le match suivant, c'est le match numéro 9. Il oppose Arsenal, une autre équipe londonienne, à Burnley. Messieurs, le 18 septembre 2021, Arsenal a mis un terme à une série de 3 matchs sans victoire face à Burnley. Et ouais, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, mais les Gunners avaient un peu de mal face à cette équipe de Burnley. On va regarder d'ailleurs l'historique des rencontres entre ces deux formations. Allez, infographie, c'est maintenant. Regardez, 27 victoires pour les Gunners, 14 pour Burnley et il y a eu 10 matchs nuls entre les deux formations. Au total, 51 confrontations entre les deux équipes. J'aime bien ce nouvel Arsenal. Oui, moi je trouve que il ne faut pas rester un peu sur la déconvenue face à un plus gros, plus puissant, un plus sérieux, véloce que soit. Je pense que face au modeste 20e, Arsenal va pouvoir continuer à se refaire un peu une santé. Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui a un classement un peu tronqué parce qu'il y a 2 matchs aussi en moins. Bon, il y a un des 2 matchs qui est un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, c'est une équipe qui ici elle passe à travers les émailles du filet et du piège de Burnley qui va quand même pas se laisser dévorer tout cru. Arsenal a les moyens avec les joueurs qu'ils ont actuellement, avec on va dire cette espèce de nouvelle recette. On a un peu eu le courage de mettre de côté ceux qui faisaient pas l'affaire, qui avaient peut-être un nom et qui faisaient le show mais pas de résultat, et puis ceux qui sont maintenant titulaires, ils donnent une meilleure prestation. Donc à ce titre là, je mets cette bille sur l'Arsenal à domicile.
Pour moi, Arsenal et Tottenham, c'est à peu près les mêmes types d'équipes. C'est-à-dire que ce sont des équipes qui, au départ, avaient beaucoup de mal à retrouver le niveau. Et là, les Gunners, véritablement, ont élevé leur niveau. Le match précédent a été reporté, certes, mais on sent que la Casette revient bien, on sent que Pépé revient bien. Enfin, on sent qu'il y a une dynamique, encore une fois, comme pour Tottenham, qui fait que cette équipe d'Arsenal, qui est 6e, donc, peut encore progresser. Alors, moi, ma seule crainte, c'est que face à une équipe comme Burnley, qui effectivement est une modeste équipe, je crois, qui arrive de Ligue 2, enfin qui était en première chip, ligue. Que peut-être cette équipe mette le bus derrière, quoi, et puis que Arsenal ait du mal à marquer, parce que Burnley, finalement, quand on regarde bien, ils n'ont pas une si mauvaise attaque que ça, donc ça veut dire qu'ils défendent bien. Donc ça peut, effectivement, la surprise, ça peut être que Arsenal se casse les dents un peu sur cette défense qui va être derrière à fond, et s'ils n'ont pas, je dirais, la motivation suffisante pour aller déloger cette équipe-là, peut-être qu'il peut y avoir une surprise. Mais bon, a priori, là encore, tout comme pour Liverpool, moi je mettrai Arsenal gagnant. Celui qui veut parier pour une petite surprise ou un nul, peut-être peut le faire. Mais Arsenal, aujourd'hui, ils ont le vent en poupe, donc il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent en chemin. Moi, j'adore les surprises. Hein. Et du coup, je me dis, en vu les statistiques historiques Burnley face à Arsenal, ils font souvent des nuls ou des fois ils gagnent. C'est assez étonnant quand on regarde l'historique. Et le truc, c'est que pareil, comme ils ont joué Liverpool jeudi, rejoué en dimanche, ça fait quand même. Surtout quand c'est difficile parce qu'il y a des semaines ils n'ont pas joué, des semaines ils jouent 2 matchs. Niveau rythme, je trouve que c'est dur, c'est très très dur. Et là-dessus, envisager un match nul, pareil, ça me paraît plus qu'envisageable. Donc, allez, je vais jouer le match nul entre Arsenal et Burnley ou la victoire d'Arsenal qui serait la logique. Je rappelle que toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur l'application, la feuille de match à télécharger sur toutes les plateformes, bien évidemment, dédiées. Merci à Guillaume Michaud. On va se retrouver dans un court instant et promis, je vais vous emmener manger des saucisses. Allez voir. Retour sur le plateau de la feuille de match pour les 5 dernières rencontres de la grille numéro 5 du Parion Sport Loto Foot 15, la grille numéro 6 pardon, du Parion Sport Loto Foot 15, grille à valider avant dimanche 23 janvier 2022 à 9h55. Vous allez voir que ce qui reste n'est pas mal non plus. On a déjà fait une bonne partie du boulot, beaucoup d'informations qui vous ont été distillées. On va poursuivre la descente de la grille et je vous avais promis les saucisses. Elles sont du côté du Hertha Berlin. Hertha Berlin qui va recevoir le Bayern de Munich. Il y a eu 6 matchs sans défaite et 3 victoires consécutives pour le Bayern face au Hertha Berlin. Regardons ensemble l'historique des rencontres entre les deux formations pour voir que ce sont les Bavarois qui mènent 46 victoires à 12 et il y a eu 21 matchs nuls entre les deux formations. La victoire, à mon avis, du Bayern ne fait aucun doute, sauf que je mettrai quand même une petite pièce sur le Hertha qui peut, pourquoi pas, prendre le point du match nul. Peut-être, Ronnie, mais c'est l'occasion quand même de rappeler que ce week-end, on a encore la classe à Dallas a reçu le prix FIFA, hein, Lewandowski, et tout de suite nous a gratifié encore de triplé tranquille, comme il faut, avec un magnifique but de Tolisso. Je sais pas si vous avez vu le but sur une remise encore une fois, je crois que c'est pas Muller ou en tout cas une fois. Un truc de fou, ce but de Tolisso, mais voilà, on a le meilleur joueur de FIFA de 2021-2022, bon, et puis qui continue à dérouler sur le terrain, je vois pas. J'ai cherché un peu, un petit peu du côté d'Hertha Berlin, il y a Boateng qui est encore là au milieu de terrain, Jovetic un peu, bon, qu'on connaît un petit peu. On a Lucas Touzard aussi, qui est là. Ouais, et puis Serdar qui joue pas mal, un bon milieu de terrain qui est. Voilà. Voici ce que peut prétendre l'Hertha. Cette semaine, il ressort d'une défaite un peu courte face à l'autre équipe de Berlin, l'Union Berlin, en coupe. Ça veut dire que c'est une équipe qui joue quand même, c'est vrai. Il va falloir que Bayern fasse attention. Mais bon, moi je dis, en conversion, on va se mettre l'équipe qui
Là, c'est plus de saucisse, là, il faut sortir la bière, malheureusement, et à savourer vraiment les assauts de tous les côtés, sans compter Leroy Sané. Franchement, ça joue. Ça joue très très bien au Bayern, donc ce sera un match pour moi qui sera à sens unique malgré tout. Mais les bonnes dispositions du Hertha. Oui, comment pronostiquer autre chose qu'une victoire du Bayern contre Hertha Berlin, quand on sait que cette équipe du Bayern, aujourd'hui, c'est comme on a souvent dit, un rouleau compresseur, et quand on passe dessous, il ne reste pas grand-chose, hein, c'est ça. Alors, il y a effectivement des accidents qui peuvent arriver. Bon, il y a eu la défaite contre Mönchengladbach dernièrement, mais qui peut s'expliquer aussi parce qu'il y avait beaucoup de Covid au Bayern, beaucoup de jours d'absents. C'est vrai que souvent, quand les grilles sont payantes, c'est parce que des équipes comme ça perdent. Bon, donc, mais comment pronostiquer autre chose qu'une victoire du Bayern face à un Hertha Berlin qui, effectivement, à part pouvoir proposer une équipe un peu saucissonnante, ne va pas faire grand-chose contre cette équipe du Bayern. Non, je pense que, logiquement, le Bayern devrait gagner. Maintenant, encore une fois, au football, tout est possible, comme on a vu à la CAN avec l'Algérie par exemple. Il ne faut pas que le Bayern arrive là avec la prétention de pouvoir gagner sans jouer. Donc oui, je mets vainqueur Bayern, d'autant qu'ils ont battu Cologne 4-0 il n'y a pas longtemps. Mais je dis attention, s'il y a une surprise possible, ça peut être aussi sur ce match. Voilà, tout simplement. Je sais que moi personnellement le Bayern c'est pas une équipe sur laquelle je parie parce que logiquement ils gagnent et puis c'est un peu surprenant quand ils perdent à chaque fois, on s'y attend jamais. Donc au final on regarde le Bayern, on cherche les faiblesses à chaque semaine et cette semaine j'en ai pas trop vu. Et Berlin honnêtement pour qu'ils gagnent la seule moyen je crois que c'est de reconstruire le mur parce que franchement j'y crois pas trop donc ça va être assez facile je pense pour Munich. Ce week-end. On va partir en Espagne les amis avec ce 11e match entre Alaves et le FC Barcelone. Il y a eu 11 matchs sans défaite. 11 matchs sans défaite, c'est la série en cours du Barça face au Deportivo Alaves. Les Blaugrana ont remporté 9 de ces 11 rencontres. Mais j'ai envie de dire que ça c'était avant parce que le Barça, on le sait, est en pleine reconstruction. Une équipe dans la difficulté. On va regarder d'ailleurs l'historique des rencontres entre les deux formations. Il n'y a pas photo là aussi, vous allez voir que c'est largement en faveur du FC Barcelone. 21 victoires pour les Blaugrana contre 5 pour le Deportivo Alaves. Les Barcelonais qui ont joué ce jeudi d'ailleurs en 8e de finale de la Coupe du Roi et ils ont été battus par l'Athletic Bilbao sur le score de 2-1. Une défaite pour le Barça, donc c'est... Voilà, ça reste compliqué pour les Barcelonais, mais bon, je les vois quand même vainqueurs du côté d'Alaves. Alors c'est vrai que Xavi, semaine après semaine, gonfle le torse. Bon, voilà, il joue le rôle de taulier pour pouvoir passer la crise, pour pouvoir en même temps construire et donner confiance et aussi peut-être secouer un peu ceux qui s'étaient un peu rendus apathiques et puis dans une espèce de confort coupable. Et alors que non, à Barcelone, on ne peut pas venir jouer, mouiller ce maillot-là et faire si peu. Et c'est vrai que encore cette semaine, je le disais en off tout à l'heure, il a mis la pression sous Dembélé. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'impliques pleinement dans le cadre de l'optique d'une prolongation, en tout cas d'une signature, d'une prolongation, où tu quittes le Barça. Mais en même temps, voilà, le temps joue contre Xavier a besoin de certitude. Pourquoi? Parce que là encore, aujourd'hui, il y a une défaite. Bon, face à Bilbao. Non, je me suis trompé, c'est le Real qui a gagné contre Elche sur le score de 2-1. Voilà. Le Barça. En coupe aujourd'hui, Bilbao est en train de créer la surprise en coupe. Hein, et il mène au score face au Barça. Et donc, c'est vrai que. Ils ont égalisé. Ah, donc ça sera. Ça change le chrono là. Non, ça change pas trop parce qu'on sent bien pas loin. Au niveau du championnat, on a un classement du Barça qui est pas trop loin de ceux qui sont devant, hein, ils sont à un point, ils se tiennent tous à un point. Donc, si un peu mieux, on peut retrouver un Barça 3e ou 4e d'ici là. Alors, en face, c'est Alaves, quand même, s'ils ont pris 4 face au Betis. Je veux dire, si tu n'es pas capable de battre Alaves, bon, mais reste dans tes certitudes au niveau de la 7e, 8e place. C'est un match important pour le Barça, pour les joueurs. Mais voilà, il va falloir peut-être aussi compter avec la déborde d'énergie
du match d'aujourd'hui, peut-être aussi qu'il va laisser des traces. Donc c'est vrai que c'est pas les meilleures conditions pour le Barça de 2022. Face à l'Aves, on aurait peut-être les yeux fermés cocher victoire de Barça. Là encore, un peu comme le pari parfois, au niveau de rendement des grilles, des fois on a des mauvaises surprises avec le Barça, donc on peut tabler sur un match nul ou une victoire extérieure du Barça. Juste une parenthèse, on parlait du Barça, mais il y a eu le premier but avec les Barcelonais d'un certain Ferran Torres. Incroyable. C'est vrai que c'est intéressant le Barça parce que, en tout cas pour les parieurs, parce que c'est là que les plus belles surprises arrivent. Et il y a une raison à cela, c'est que quoi qu'il arrive, le Barça reste dans l'esprit de tous la grande équipe de l'époque. Et quand une équipe joue le Barça, que ce soit à l'Aves ou autre, eh bien ils jouent le match de général de leur vie, comme par exemple on a vu en France, quand Lens ou d'autres équipes très modestes jouent le PSG, ils jouent le match de leur vie aussi. Et du coup, comme le Barça n'est plus le Barça de l'époque, et ben, il se retrouve dans des matchs extrêmement compliqués à chaque fois. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas les De Jong et les Dembélé et les Depay qui peuvent remplacer les grandes stars qu'ils avaient à l'époque, Suarez, Messi. Et quand Alaves va jouer Barça au prochain match, eh bien, ils vont se livrer comme jamais ils se sont livrés parce que c'est le Barça. Donc moi je dis toujours attention à ces matchs Barça parce que le Barça n'étant plus le Barça de l'époque, on ne peut pas le mettre gagnant à tous les coups comme on peut le faire pour le Bayern ou pour d'autres. Donc moi j'ai prévu sur ce match un match nul parce que je pense que Alaves va jouer un match de fou et que le Barça ben, il va essayer de jouer comme ils peuvent contre une équipe qui est surmotivée. Juste une petite parenthèse, Paris par exemple, souvent on dit Paris n'arrive pas à faire des grands matchs. Mais Paris joue, quand il joue, il court 7 à 8 km de moins que leurs adversaires. Donc ça veut dire que l'adversaire en face, il se surmotive tellement qu'il est capable de courir des fois 10 km de plus pour aller rivaliser. Et bien c'est ce qui se passe. Avec Alavés, je pense qu'ils vont courir beaucoup plus que les Barcelonais, peut-être qu'ils vont gagner ce match. Bon, je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais au moins qu'ils fassent match nul. Donc pour moi c'est match nul que je parie pour le Barça. Le paradoxe du Barça, moi je trouve, c'est que finalement les meilleurs joueurs, c'est les jeunes, quoi. C'est vraiment. Et c'est là-dessus où Xavi, je trouve qu'il fait du bon travail, c'est parce que les jeunes, on commence vraiment à les voir. On pense à Gavi, à Pedri, Gonzalez, à Ferran Torres, même à Rojo, je connaissais pas. En défense, ça peut être pas mal hein, s'il continue à progresser. Donc là-dessus, je trouve qu'ils ont une bonne dynamique, bon état d'esprit. L'équipe n'est pas exceptionnelle, on va pas se mentir. Donc Alaves, ça va forcément batailler. Donc le nul, franchement, avec Patrice, je suis assez d'accord avec toi, le nul est très envisageable, mais je vais couvrir quand même avec le 2, en disant, avec peut-être des remplacements, des changements. Et puis Dani Alves, je trouve qu'il apporte aussi le manque d'expérience que les autres n'ont pas, c'est lui un peu qui dit à tel joueur, mets-toi là des fois, et moi je trouve que c'est cohérent quand même malgré tout. Donc je mettrai le nul ou la victoire de Barcelone. La revanche du huitième de finale de la Coupe du Roi est au programme de cette grille du Paris Sport Loto-Foot 15, grille numéro 6. Il s'agit de Real Elche. Les Madrilènes sont allés gagner à Elche ce jeudi sur le score de 2-1. Et là, il faut savoir d'ailleurs que depuis le 5 mars 1978, Elche n'a plus battu le Real qui reste sur une série de 14 matchs sans défaite face à cette équipe d'Elche, historique des rencontres entre les deux formations. Regardez également, messieurs, pour vous faire une idée, avant vos pronostics, regardez bien, 26 victoires pour le Real, 6 pour Elche et 11 matchs nuls entre les deux formations. Le Real de Madrid, le rouleau compresseur madrilène va continuer et va poursuivre sa marche en avant. Oui et non. Un doute? Parce que voilà. Un doute vous habite? Oui, un doute nous habite par rapport au contenu, au contexte du match qui vient de se terminer aujourd'hui en Coupe. Ça fait bizarre, ça fait un peu match aller, match retour, même si c'est deux contextes différents, Coupe et championnat. Parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, Elche n'a pas peur du Real, parce qu'ils ont marqué face au Real, et aussi on s'est séparés sur un double carton rouge, donc ça veut dire que les esprits se sont échauffés parce qu'ils sont allés jusqu'en prolongation. Hein. Ça veut dire que Elche, RMC,
c'est de jouer un peu le beau jeu, voilà, d'Isco et de Benzema et de Vinicius. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir rééditer, en tout cas, cette espèce de tension sur 90 minutes en championnat? Je ne sais pas. Bon, voilà, on va dire, nos certitudes habituelles voudraient qu'on puisse miser plus sur le Real de Madrid. On n'est pas dans le même contexte que le Barcelone. Donc on pense que le Real va l'emporter, peut-être, mais il faudra compter sans Marcelo qui a pris un carton rouge. Et puis peut-être un contexte où les chercheurs disent j'ai pu les contrer pendant 90 minutes en tout cas sur le premier match, peut-être que je peux rééditer mon exploit et mieux jouer encore 2-3 jours après un championnat. Donc attention quand même à cette équipe d'Elche. Moi, je vais tenir le raisonnement inverse. Parce qu'en réalité, pour moi, je considère que championnat et coupe, c'est deux épreuves différentes. Pour plein de raisons. D'ailleurs, on le voit même en France, hein, c'est la même chose. Il y a des équipes qui sont capables de perdre contre des N2, des N3. Et pour moi, Real Madrid est véritablement une référence comme peut l'être le Bayern, par exemple, parce qu'aujourd'hui, ils ont trouvé un équilibre et surtout, ils ont un milieu de terrain qui est impassable, avec à la fin des finisseurs comme Benzema, Vinicius et autres. Et même Eden Hazard qui s'est réveillé depuis quelques temps. Donc je vois pas comment effectivement Real Madrid va pouvoir se faire battre par Elche, parce que Elche justement ils ont vu que c'était une équipe difficile à jouer et donc ils n'ont pas envie de perdre contre cette équipe chez eux en plus. Et donc pour moi évidemment je vais mettre Real Madrid en favori logique, sachant que encore une fois le football pour réserver des surprises et que tout est possible, on est d'accord. Mais si je regarde un petit peu les statistiques, je regarde un petit peu la manière dont le Real fonctionne dans ce championnat d'Espagne, véritablement, contre des équipes au Elche, ils ont tous les arguments pour pouvoir ne pas se faire prendre au piège. Voilà. Donc moi, je mets Real Madrid vainqueur, sachant que, quand même, je crois que Benzema ne jouerait pas ce match, je crois qu'il est de repos, on va dire. Mais bon, ça suffira largement avec tout l'effectif qu'ils ont. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc pour moi, Real vainqueur. Pour moi, Real vainqueur aussi. Ça ressemble vraiment au patron, je le dis souvent, le patron qui va chercher les points chez les petits. Surtout que le championnat d'Espagne, historiquement, il y a toujours eu Barça-Real qui gagnait 98% de leurs matchs contre les petits. Et là, on retrouve le Real des grandes années, moi je trouve. Hein. Donc là-dessus, je pense que d'un côté, on a le jeu de Elche, et puis de l'autre côté, un jeu léché, ça fera pas photo à mon avis. Hein. Donc victoire du Real. Merci. On va partir, messieurs, maintenant en Italie pour les deux dernières rencontres de cette grille. Empoli qui accueille l'AS Roma, c'est le match numéro 13. 3 victoires consécutives pour la Roma qui surfe sur une série de 12 matchs sans défaite. La dernière victoire d'Empoli remonte au 12 février 2007, historique des rencontres entre les deux formations. C'est tout de suite. Regardez, messieurs, il y a 21 victoires pour la Roma, 4 pour Empoli et 6 matchs nuls entre les deux équipes. Pour moi, alors cette Roma c'est pas l'assurance tout risque. Hein, donc du coup, je mettrai peut-être un match nul et une victoire de la Roma, mais en tout cas, je ne vois pas Empoli l'emporter. Oui, on peut rester un peu sur même si c'est un contexte différent, tu l'as dit, mais c'est vrai qu'on peut compter quand même sur Empoli pour pouvoir déjouer un peu voilà, les pronostics, puisqu'il a fallu que l'Inter s'emploie à 3 fois en tout cas pour pouvoir remporter la gagne en coupe, en Coupe d'Italie, victoire 3-2. Ça veut dire qu'Empoli s'est joué au ballon et s'est marqué. Donc ça c'est important. De l'autre côté, on a une équipe de la Roma qui est un peu mieux. Alors Abraham reste un peu. Il faut qu'il mette au moins 10 occasions pour qu'il puisse le mettre la 11e. Alors qu'il a un talent, il se place, il est toujours au bon endroit, il a la stature, il est grand, il est toujours les bons coups. Mais c'est vrai qu'il est un peu besogneux devant parfois. Donc c'est vrai qu'on a une équipe de Roma qui peut compter sur Verretou, hein, qui joue bien en ce moment. Et puis moi je suis quand même le sauveur. Hein. Le sauveur c'est le gardien, oui, Patricio, qui chaque fois repousse souvent les difficultés pour
pour l'AS Roma, un très bon gardien, malgré une défense un peu perfectible, hein, on a dit. Oui, Patricio, il fait d'excellents matchs. Moi, je trouve que je le suis un petit peu, malgré les défaites de la Roma parfois, il sort de belles prestations. Donc on peut compter sur lui, on peut compter, je dis, sur Veretout face à Empoli. Donc j'ai mis soit une victoire à l'extérieur de la Roma, ou soit peut-être un match nul parce qu'Empoli aura vendu chèrement sa peau. Oui, là par contre je suis d'accord avec mon ami Pascal, parce qu'effectivement Empoli c'est une équipe qui a déjà créé des surprises. Ils ont battu Naples notamment, même s'ils ont une très mauvaise défense, qu'ils n'ont pas gagné de match depuis au moins 5 rencontres, et que c'est une équipe qui effectivement ne montre rien de très valorisant. Mais Rome, comme toutes les équipes, doit arriver sur ce match de façon très sérieuse, et si jamais il s'avère qu'ils arrivent sur ce match en pensant qu'ils ont déjà gagné avant de jouer, et ben c'est là que la surprise va survenir. Ils ont gagné contre Cagliari le week-end dernier, très très juste. Mourinho, sur cette équipe, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu son fighting spirit. C'est plus l'entraîneur qu'il était, et je trouve que la Roma pourrait faire mieux que ce qu'ils font dans ce championnat. Et donc, Empoli, pourquoi pas, peuvent effectivement créer une petite surprise. Pourquoi pas mettre une pièce sur une victoire d'Empoli. Bon. La logique voudrait que Rome gagne, bien évidemment, puisque c'est une équipe qui est 7e, qui a déjà derrière elle pas mal de victoires sur des grosses équipes. Mais bon, si on dit qu'on crée une surprise sur cette grille, ce match-là peut être aussi une surprise. Moi j'aime bien le synthé, hein. Il résume un peu ce que vous disiez. Mourinho non è più un numéro spécial. Voilà, c'est ça résume bien. On est d'accord. Il n'est plus un special one. Voilà. Moi je parle pas aussi bien italien malheureusement. Mais je dirais comme que Mourinho sur le dernier match j'ai un peu retrouvé au contraire, parce que Mourinho pour moi c'est synonyme du jeu un peu dégueulasse, 1-0, on défend bien, on est mentalement prêt, et contre Cagliari je trouve que c'était un peu ça. Donc je m'attends vraiment pas à un bon match honnêtement contre l'Empoli, mais je me dis qu'un petit 1-0 ça c'est possible, et ma surprise c'est qu'il n'y aura pas de surprise. Je pense que Roma va l'emporter, donc je mise là-dessus. Merci messieurs. Match numéro 14 et dernier match de la grille. Il oppose le Milan AC à la Juventus de Turin. C'est le derby. C'est un peu le derby aussi, puisque le vrai c'est Juventus de Turin contre l'Inter de Milan. Mais celui-là c'est un petit derby, on dira, d'Italie. La Juve qui n'a perdu qu'une seule fois à Milan au cours de ses 5 derniers déplacements. Regardons messieurs ensemble l'historique des rencontres entre les deux formations. Et vous allez voir que là aussi c'est somme toute assez serré. 66 victoires pour la Juventus de Turin, 51 pour le Milan AC, et il y a eu 58 matchs nuls entre les deux équipes. Au total, elles se sont affrontées à 175 reprises. Moi j'ai envie de dire, pas de risque à prendre, l'assurance tout risque, couverture totale. Ah oui, Oni, sur ce match-là, Patrice veut nous emmener, hein. On est sur le canapé avec ce qu'il faut, les copains. C'est le match phare du week-end, un match aussi en jeu pour les équipes qui sont sur le terrain, pas seulement pour nous. Pour l'instant, en tout cas, le Milan se débrouille pas mal, il est dauphin, il se débrouille. Ils sont costauds en second, et puis on a une espèce de remontada après semaine en face d'une Juventus qui n'est plus peut-être la vieille dame rabougrie, mais qui reprend des forces avec Quadrado, Dybala qui est affûté comme jamais, et donc qui ont croqué récemment Sampdoria 4-1, et c'est vrai que les deux équipes se présentent dans de bonnes dispositions dans ce match-là, et c'est pour cela que bien évidemment, nos pronostics sont orientés sur soit une confirmation de Milan à domicile on découvre aussi des joueurs qui étaient un peu moins en vue et qui se distinguent. C'est costaud derrière, c'est de plus en plus costaud au Milan. L'entrejeu est un peu plus intéressant aussi, et les avants également. Donc pour moi c'est un match où il y aura soit une victoire effectivement de la Juve à l'extérieur qui permettrait de retrouver un peu son rang et un classement plus à la mesure de ce qu'elle peut produire depuis quelques temps, donc continuer la remontada, ou bien un Milan en costaud qui s'impose chez lui.
ou au dernier recours, une neutralisation, mais pas sur un 0-0, il y aura forcément un 2 partout, ou un partout. En tout cas, il y aura des buts ce dimanche. Ah oui, pour moi c'est incontestablement le choc de cette grille. C'est un match qui va vraiment, à mon avis, être palpitant à regarder. Alors d'un côté on a le Milan AC qui est deuxième et effectivement qui est une équipe aujourd'hui très solide, qui a prouvé ses qualités, même s'ils ont perdu contre Spezia, qui est une équipe un peu... Bon. Mais bon, ça arrive. Et puis vous avez la Juventus à côté, qui elle, on l'appelle la vieille dame, mais je trouve qu'elle a retrouvé une certaine jeunesse. Je pense que cette équipe, après le départ de Ronaldo, notamment, a dû se remettre en question, et elle s'est bien remise en question, et qu'aujourd'hui on a des joueurs comme Dybala, Bonata, Rabiot, qui sont des joueurs d'une nouvelle génération. Et depuis quelque temps, c'est vrai que quand ils ont battu la Roma, ça a été spectaculaire. Ils ont montré vraiment qu'ils avaient non pas seulement une bonne équipe, mais une envie de gagner qu'ils avaient perdu, je trouve, depuis quelques temps, depuis le départ de Ronaldo notamment. Alors que le Milan AC, c'est une équipe qui est installée, bon, qui fait ses matchs, à l'image d'Ibrahimovic, qui est un cadre maintenant, qui est un peu une sorte de légende du football, et qui, pour moi, illustre parfaitement cette équipe du Milan, qui est aussi une vieille équipe, mais qui a peut-être moins su se rajeunir que la Juventus. Et d'ailleurs, si la Juventus n'avait pas été aussi mauvaise en début de championnat, je pense qu'ils auraient été largement deuxième ou même premier, parce que je trouve qu'ils ont depuis quelque temps trouvé vraiment un style de jeu très efficace. Donc moi, effectivement, si je peux le faire, je vais mettre ma couverture totale. Mais pour les parieurs, je peux leur proposer de mettre Juventus vainqueur, parce que je trouve qu'il y a une dynamique en ce moment à la Juventus qui est très positive et qui peut créer pas une surprise, mais qui peut aller battre le Milan chez eux, comme ils l'ont fait pour la Roma. C'est vrai que je trouve que la Juventus a le petit avantage, il est légèrement favori par rapport à la dynamique, et aussi de l'autre côté parce que Franck Kessié sera absent, il est à la CAN. Donc moi, j'ai des souvenirs de Juventus-Milan, des matchs comme ça super importants. Ces deux plus grands clubs d'Italie, c'était des matchs avec tellement de pression que souvent ça accouchait d'un 0-0. On l'a eu dans les années 2000, à nous il y avait le Calciopoli, il restait quelques journées, pareil 0-0. Je me souviens d'une finale de Ligue des Champions, Juve-Milan, 0-0. Alors il n'y aura peut-être pas 0-0, je suis d'accord, mais là-dessus, un nul me paraît plus qu'envisageable. Et sinon, ce sera Turin qui va l'emporter pour moi. Milan, je pense pas assez de certitude et assez de confiance en soi pour pouvoir l'emporter à mon avis. Donc le nul ou victoire de Juve. Parfait messieurs, on va bien évidemment synthétiser tout cela dans quelques instants. On va vous livrer la grille parfaite tout de suite. Messieurs, parole à la défense. Est-ce que vous avez vous connaissez un peu l'histoire du Tour de France, messieurs? Oui, un petit peu. Oui. Un petit peu. Bon, voilà, je peux vous dire par exemple qu'un coureur comme Eddy Merckx, c'est celui qui a remporté le plus d'étapes sur un Tour de France. Sur le Tour de France, il en a remporté 34 dans toute sa carrière. Sur un même tour, Eddy Merckx en a remporté 8, tout comme un certain Charles Pélissier ou encore un certain Freddy Mertens. Et puis on a Bernard Hinault qui était également, qui faisait partie de ces coureurs, ces très bons coureurs qui avaient remporté sur une même année 7 victoires d'étapes sur le Tour. Et bien, il a été égalé par un joueur de foot. Il s'agit de Hatem Ben Arfa. Alors, Lyon, Marseille, Nice, le Paris Saint-Germain, je parle des équipes de France, hein, d'accord, en France, hein, Rennes, Bordeaux et Lille. Et Nice, non, aussi? Oui, j'ai dit Nice. Ah oui, ça lui en fait 7. 7 équipes pour Hatem Ben Arfa, sans compter les Valladolid, je ne sais pas où il est parti encore. Newcastle, Hull City, voilà. Donc il a bien bourlingué, le petit Hatem. Et bien c'est lui, votre client, maître Pascal Bon, il est accusé de charlatanisme, pardon. À vous, la parole est à vous. Merci Ronnie, merci donc les accusateurs d'un soir. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce soir, on a affaire à un Hatem Ben Arfa. C'est l'actualité qui a signé. Il est Hatem Ben Arfa Dog. Donc il a signé à Lille pour 6 mois. Donc c'est pour cela qu'il est accusé de charlatanisme. Donc j'allais chercher
un peu. Charlatanisme, une accusation, il faut quand même définir. Alors, on est encore dans le thème, hein, je l'ai dit, des événements et de la pandémie, puisque c'est un thème qui est d'abord lié au milieu médical, puisqu'il s'agissait à l'époque, donc revivre un peu nos chers westerns, et voilà, où on avait ces espèces de vendeurs ambulants qui venaient au détour de leur calèche vous vendre des produits miracles rapidement, qui étaient censés être vertueux et vous guérir de tous les maux. Et ils savaient bien qu'au détour de la fin de la journée, ils avaient changé de ville, et donc le SAV n'était pas assuré, donc d'où est resté donc en termes médicaux ceux qui ça donne à donc la vente de produits prétendus miracles. Et c'est vrai que dans la sphère publique, de manière générale, quand on parle de charlatan, on parle plutôt d'un artiste, l'artiste qui sait abuser de la crédulité publique. Donc est-ce que quand on a défini ce terme-là, Hatem Ben Arfa peut coller aux différents termes. Dans ce premier temps, on pourrait dire que oui, puisque quand on voit un peu les titres dont on peut affubler Hatem, c'est bien sûr un talent plus ou moins tronqué, voire gâché pour ce qu'il était déjà, on l'a vu, depuis Lyon. Vous avez dit, plus de 10 clubs, le globe-trotteur du foot, 10 clubs, 7 clubs en Ligue 1 et 3 clubs principalement en Angleterre, où, on va dire, pour les dernières années en tout cas, il n'a pas pu confirmer tout le talent. Le talent qu'on ne peut... Allez, on ne peut passer sous embâche le parallèle avec Benzema, puisque ce sont les deux pépites qui sont arrivées à éclosion au même moment à Lyon. Quand on voit ce que Benzema peut présenter comme bilan en termes de carrière, et Ben Arfa a 34 ans cette année, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, on sent qu'il y a quelque chose qui a été gâché, frustré, déçu parce que effectivement, on a un joueur qui est intrinsèquement talentueux. Je regarde un peu ses stats. Les années où il a le plus brillé, c'est bien évidemment l'année de 2009 où il est dernièrement champion avec Lyon, où il joue 35 matchs. Et quand il passe à Marseille, où il est champion en 2010, je crois, avec doublé Coupe de la Ligue et Championnat en 2010, il fait 2009, il fait 2010, et effectivement à ce moment-là, il nous joue plus de 41 matchs. Donc 41 matchs dans une saison, c'est la seule fois depuis. Depuis, c'est la dégringolade. Depuis, c'est 3-4 matchs dans une saison. La dernière fois qu'il a évolué, c'était à Bordeaux. Il a fait 24 matchs, 4 buts, rien qui constitue le rang, les espoirs qu'on a pu porter sur Benzema. Donc c'est une carrière décevante, et aussi, on va dire, le contexte d'une arrivée qui apparaît comme sulfureuse, un peu comme une espèce de, on va dire, la nouvelle du siècle, alors que si on regarde bien, c'est plutôt un avantage pour les dirigeants de Lille. On a un joueur qui coûte pas cher, parce que c'est pas un transfert. Ça fait 9 mois qu'il était, en roue libre, sans club. Et puis, peut-être qu'au détour du transfert de Yaya Ziyech, qui part à Moscou, il y avait une place, pour prendre un joker. Pas très cher, je regardais la cote aujourd'hui, Hatem Ben Arfa, c'est 2 millions. Donc est-ce qu'on peut aussi considérer que c'est charlatan ? Peut-être que oui, peut-être que non, parce que je pense que pour une fois, c'est les titres qui le disent, on est dans l'énième relance, l'énième on va dire retour au premier plan de Ben Arfa. On va sûrement compter sur lui, surtout en Ligue des Champions, parce que mine de rien, il reste dans l'effectif de Lille le deuxième joueur après Yilmaz, le plus expérimenté pour la Ligue des Champions. Donc face aux 2 matchs qui attendent Lille bientôt, c'est peut-être un joueur, on l'a dit, qui est capable de faire la différence sur 10-15 minutes et basculer un match. C'est peut-être que c'est ce qu'on va attendre de lui pendant la campagne européenne pour Lille qui est en Ligue des Champions. Donc c'est une occasion pour lui peut-être de pouvoir éteindre et peut-être finir sur une bonne note de sa carrière, parce que là on est sur quasiment la pré-retraite. C'est pour ça que je dis que peut-être qu'au niveau de la peine, puisque bien évidemment on est déçu par sa carrière, mais on a quand même des éléments qui peuvent permettre de pouvoir proclamer, solliciter un sursis probatoire, en tout cas pour les 6 mois, puisqu'il a signé un CDD de 5 mois et demi, 6 mois.
on peut lui donner cette probation parce que quand même il a quand même apparu étonnamment affûté, j'ai trouvé très affûté pour un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps, depuis mai 2021, il était bien dans son maillot et son short à la présentation, et c'est vrai qu'on a l'impression aussi qu'il a aussi ce fil rouge, qui peut expliquer cette signature, c'est les temps qu'il a connus à Rennes, et qui sait intrinsèquement, je l'ai dit, c'est un des dirigeants de ligue qui dit, allez, sur 6 mois, j'ai rien à perdre, je l'ai dit, de pouvoir miser sur ce joueur fantasque, talentueux, techniquement, et s'il a affûté physiquement, et si, on le sait très bien, s'il est bien dans sa tête. Je ne sais pas si on peut avoir l'image d'Hatem Ben Arfa, parce que vous parliez qu'il était très affûté, ce serait bien qu'on puisse l'avoir également, si on peut l'avoir, en tout cas en régie, est-ce qu'on nous entend et est-ce qu'on peut la mettre? Voilà la petite image d'Hatem Ben Arfa que vous allez voir en conférence de presse du côté de Lille, et c'est vrai qu'il est apparu très affûté, pardonnez-moi de vous avoir interrompu dans votre plaidoirie, maître, mais il fallait quand même, regarder Hatem Ben Arfa très affûté, regardez le visage plutôt creux d'Hatem Ben Arfa, accusé donc de charlatanisme. Et je vais donc finir sur les mots même de mon client. Voilà, je vais m'en rapporter à ce qu'il a dit lui-même. C'est à la fin du bal qu'on paye la note. Donc, dont lui, c'est 4, 5, 6 mois. Déjà, le sursis va peut-être déjà être à visiter lors des la double confrontation en Ligue des Champions. On verra ce qu'il apporte. Il sera sûrement aussi aligné ce week-end, parce qu'il est qualifié. Donc, attendons de voir. Et puis, c'est à lui de saisir cette dernière perche, parce qu'on sait, je l'ai dit, le talent intrinsèque extraordinaire qu'avait ce joueur-là depuis Lyon. Et il y a aussi ce clin d'œil qu'on peut dire que son premier match en professionnel, il a joué à Lyon contre Lille. Il avait marqué un premier but, son premier but en championnat. Donc il retourne à Lille. En tant que nouveau dog, espérons qu'il va pouvoir mettre à profit ce sursis probatoire. Merci maître, messieurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très bonne plaidoirie. Je dirais juste que, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission qui s'appelle La tête et les jambes il y a très longtemps. Là, en fait, c'est un génie qu'on a eu, mais uniquement des jambes, parce qu'il manquait la tête. Moi, c'est peut-être la première fois, tu ne m'auras pas convaincu, Pascal. Franchement, c'est un vrai charlatan, ce gars. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on ait donné autant de chance à ce gars-là. Il y a des joueurs qui sont mieux, qui travaillent plus que lui et qui ont payé autant de chance, donc je trouve ça dommage, et en plus je pense que ça peut être déstabilisant pour le groupe, donc je suis curieux de voir, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour Lille. Pas convaincu, Guillaume Michaud, on l'a bien compris par l'affaire d'Hatem Ben Arfa. Les amis, voici la grille numéro 6 du Parion Sport Loto-Foot 15, celle qui vaut 500 000 € et que nous vous proposons pour la modique somme de 96 €. C'est à prendre. Voilà les pronostics qui vont s'afficher dans quelques instants sur vos écrans, et regardez cela. Voilà, match numéro 1, le Paris Saint-Germain contre Reims. Le résultat est 1. Montpellier-Monaco, le 1 et le 2. Nantes-Lorient, sans hésitation, le 1. Clermont-Rennes, le 2 sec. Angers-3, le 1 et le N. Bordeaux-Strasbourg, le N et le 2. Chelsea-Tottenham, le 1 et le N. Crystal Palace-Liverpool, le 2. Arsenal-Burnley, le 1 et le N. Hertha Berlin, Bayern Munich, sans hésitation, le 2, sec. Alaves FC Barcelone, le 2 également. Real Madrid Elche, le 1. Empoli AS Roma, le 2. Et Milan AC Juventus de Turin, à l'unanimité des pronostiqueurs, le 1, le N et le 2. Voilà pour cette grille que vous allez bien évidemment retrouver sur l'application Feuille de Match, application que vous pouvez tout de suite télécharger. Elle est disponible sur Android mais également sur iOS. Messieurs, merci. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même antenne, c'est ça? Oui, on y. Et puis merci à tous ceux qui de plus en plus nous gratifient de suivi des émissions, et un petit clin d'œil aux copains du GFC et Poker. Allez, on se retrouve
vous très prochainement. Le fan club s'agrandit, Patrice Basile. Mais tant mieux, ça prouve que le football réunit de plus en plus beaucoup de monde et les pronostics que nous faisons souvent, j'espère qu'ils seront de plus en plus judicieux. Guillaume Michaud. Apparemment, aujourd'hui, quelqu'un est venu me voir et me dire il était pas mal ton prono la dernière fois. Donc, salutations à Rémi. Hein, et puis à la semaine prochaine, tout simplement. Moi, je salue le monsieur de Damoiseau qui me disait vous ne prenez pas de risques. Je pense qu'on en prend un petit peu plus quand même. Les amis, merci. On se retrouve donc jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Validez bien votre grille avant 9h55 ce dimanche et vous allez pouvoir gagner au moins, en tout cas, tout ou partie des 500 000 euros mis à disposition par la FDJ. Excellente soirée sur Éclair TV. La suite, c'est tout de suite.